Bienvenue au cours de Physique 2. Nous sommes toujours dans la partie électrostatique. La leçon d'aujourd'hui, leçon numéro 4, concerne ce que nous appelons les équations locales. Il s'agit des équations locales, évidemment, du champ électrique, mais également du potentiel que nous avons introduit lors de la dernière leçon. Alors, le contenu de cette leçon, donc d'abord nous allons essayer d'identifier, ou plutôt de dire ce que sont les équations locales du champ. Ensuite, nous verrons les lignes du champ. Ensuite, nous allons voir les équipotentiels. Nous verrons également les relations entre les lignes de champ et les équipotentiels. Et nous finirons par l'équation du Poisson et l'équation de Laplace. Alors, les équations locales du champ électrique, il faut savoir que le champ électrique peut avoir deux représentations, c'est-à-dire deux manières de décrire les expressions du champ. La première, c'est ce que nous avons déjà vu, qui s'appelle le théorème de Gauss. C'est une représentation intégrale, puisque cette fois-ci, on met une expression qui est valable sur une proportion de l'espace, une proportion complète de l'espace, et c'était ce que nous avons vu par rapport au théorème de Gauss. La deuxième représentation est une représentation que nous appelons locale, ou encore différentielle. En fait, il s'agit cette fois-ci d'expressions qui seront vérifiées en tout point de l'espace. Et c'est ce qu'on appelle la forme locale du champ électrique. La leçon d'aujourd'hui va s'intéresser à la forme locale. Alors, je vais commencer par rappeler rapidement ce qu'est la circulation du champ électrique, donc sur un chemin donné. Donc, nous l'avons déjà vu la dernière fois. Donc, on suppose qu'on définit deux points A et B, qui sont deux points dans l'espace. Ces deux points sont reliés par un contour que j'ai appelé C. Et puis, j'ai un champ électrique qui peut, ou une force, peu importe. Et pour aller du point A vers le point B, eh bien, on définit un chemin, ou plutôt une circulation qui est notée C de AB, et elle se calcule de cette manière-là. C'est le produit scalaire du vecteur E, c'est-à-dire champ électrique en ce qui nous concerne, multiplié par un déplacement élémentaire, et ceci pour aller du point A au point B. Le champ électrique créé par une charge, nous l'avons vu, donc son expression c'est Q sur 4 pi epsilon 0 multiplié par 1 sur R2. R2 étant la distance entre le point où se situe et le point où se trouve la charge ponctuelle Q. Donc le déplacement élémentaire D de L est quelque chose qui est constamment parallèle au contour. Alors si on essaye d'évaluer la circulation dans ce cas de figure, je vais écrire mon déplacement élémentaire sous la forme générale qui est donnée ici. À savoir, je vais le décomposer selon le système de coordonnées qui est utilisé. Une fois encore, ici, c'est un système de coordonnées sphérique. Donc, je vais le décomposer en trois déplacements élémentaires. Un déplacement dans la direction R, D de R. Un déplacement dans la direction θ, R d θ. Et un déplacement dans la direction phi, R sinus θ, D de phi. À chacun de ces déplacements, évidemment, est associé un vecteur élémentaire, U de R, U de θ et U de phi. Le déplacement élémentaire, la circulation élémentaire, pardon, serait donc E de M multiplié par D de L. Vu l'expression du champ électrique que nous avons, eh bien, nous allons simplement ne retenir que la contribution qui est due à l'expression du champ électrique, c'est-à-dire la contribution radiale. Alors, ce qui est important de remarquer, et on le verra de plus en plus par la suite, c'est que cette circulation est en réalité indépendante du contour choisi. C'est-à-dire que le calcul que j'ai effectué ne dépendra que du point A et du point B. La manière avec laquelle je me déplace du point A vers le point B est complètement arbitraire. Ça, on l'a vu tout de suite dans l'expression, puisque nous ne retenions que la contribution du champ qui est due à la composante radiale, c'est-à-dire dans la direction R.
Alors, la circulation du champ électrique, donc, je viens de le dire, est indépendante du chemin. Si maintenant j'essaye de regarder ce que cela va impliquer comme relation, eh bien je vais obtenir des choses de cette nature-là. Je vais prendre un point A et un point B. Je vais circuler du point A vers le point B, selon un premier contour. Ensuite, je vais circuler de point A au point B selon un deuxième contour. Si ma circulation est indépendante du chemin, eh bien, je vous ai expliqué qu'on va trouver le même résultat. Alors, ce résultat-là va en fait me montrer que si je fais la circulation non plus du point A vers le point B, mais du point B vers le point A, eh bien je vais trouver que c'est exactement en module la même chose et elle est inversée en signe. Alors cette propriété me permet de dégager une propriété extrêmement importante du champ électrique, à savoir, on dit que la circulation du champ électrique est conservative, ou la circulation sur un contour fermé est égale à 0. Clairement, si vous prenez un point A, vous allez faire un tour selon un contour quelconque, pourvu que vous reveniez au point A ici, eh bien, le total de votre circulation sera nul. Alors ça, c'est un résultat qui est remarquable parce que si on se rappelle que la circulation nous a permis la dernière fois de calculer l'énergie, ça revient également à dire que l'énergie que je dépense pour aller du point A au point B, eh bien, je vais la récupérer lorsque je vais passer du point B au point A. Et que, par ailleurs, le déplacement entre deux points A et B, eh bien, quel que soit le contour choisi, va me donner la même énergie. Alors, ce résultat que j'ai établi pour une charge ponctuelle, évidemment, maintenant on a appris à le faire, on va le généraliser de manière assez simple pour n'importe quelle distribution de charge, et ceci grâce au théorème de superposition, donc qui consiste simplement à dire que la contribution d'un champ total sera vue comme la somme de contributions élémentaires. Donc, en conclusion, sur ce premier point-là, la circulation du champ électrique sur n'importe quel contour fermé, alors le petit signe que vous avez dans l'intégrale indique bien qu'il s'agit d'un contour fermé, EdL est égal à 0. Alors on va essayer maintenant de regarder ça plus en détail en regardant qu'est-ce qui se passe dans un plan. On va imaginer que nous sommes dans un plan, le plan XY, donc ça c'est l'axe X, ça c'est l'axe Y. Ensuite on va choisir un point dont les coordonnées sont x0 et y0, et on va faire un chemin fermé, délimité par les points A, B, C et D. Le point B est situé à une distance delta x par rapport au point A, avec le même y0. Le point C étant situé à une distance delta x et delta y, et le point D étant situé simplement à une distance delta y par rapport au point A. Alors, on va écrire sur ce contour-là que la circulation du champ électrique est une quantité qui est nulle. Alors, donc j'écris simplement cette relation-là. La circulation sur le contour fermé, je vais la décomposer sur 4 circulations élémentaires. C'est la circulation sur le segment AB, ensuite la circulation sur le segment BC, ensuite la circulation sur le segment CD, et enfin la circulation sur le segment DA. La somme de toutes ces circulations, évidemment, est égale à la circulation du contour, sur le contour fermé. Alors, la circulation sur le contour, sur le segment AB, donc c'est EdL, la valeur du champ, c'est E de x et y, et le déplacement est delta y. Dans le raisonnement que je suis en train de faire ici, je vais supposer que mes delta x et mes delta y sont relativement faibles, de telle manière à dire que le champ électrique sur la proportion AB, eh bien, ne varie pas beaucoup et j'ai l'amplitude de champ E de x et de y. Donc ça, c'est pour le contour, le contour oui, allant de A vers B. Je peux faire le même travail du contour allant de B vers C. Donc de B vers C, eh bien, cette fois-ci, mon champ il est situé à la position x plus dx. C'est la composante EY qui intervient dans la circulation, et le déplacement est égal à d de y. Je continue.
le contour de C à D, donc c'est EDL. La composante qui intervient, c'est la composante EX. Ceci étant, c'est la composante située en Y plus delta Y. Le signe moins indique que la circulation se fait en sens inverse. Et la valeur du déplacement, c'est delta X. Dernier élément, la circulation de D vers A. Le champ qui est pris en considération, c'est le champ EX et de Y, comme nous l'avions sur le chemin AB. La contribution qui intervient, la composante qui intervient, c'est la composante EY, en sens inverse pour la circulation, donc moins delta Y. Ça, c'est les 4 contributions. On va essayer de les regrouper 2 par 2. Donc, je vais regrouper je vais développer d'abord la contribution entre C et D. Donc, je sais qu'entre C et D, c'est E de X en EY en X et Y plus DY fois delta X. Ce terme-là, d'un point de vue mathématique, je peux faire un développement limité. Donc, c'est égal à E de X au point XY plus la dérivée de la composante X par rapport à Y multipliée par le déplacement delta Y. Donc, tout ce terme-là, EX en XY plus la dérivée de EX par rapport à Y multipliée par D de Y représente la valeur du champ au point X et Y plus delta Y. Multiplié par le delta X, on a toujours la même valeur ici. Donc ça, c'est le déplacement de C à D. J'avais calculé le déplacement de A à B, donc je le rappelle ici. E fois dl, c'est E de X et de Y multiplié par delta X. Je vais sommer les deux contributions. Donc c'est ce que j'écris ici, la circulation entre A et B plus la circulation entre C et D. On voit tout de suite que le terme EX en XY delta X intervient ici, et il intervient également dans la première expression qui est E de L en A et B, ce qui fait il y a un signement entre les deux, et ce terme-là va s'annuler. Au définitif, la contribution des deux termes de A à B et de C à D me permet d'écrire uniquement cette contribution-là, c'est-à-dire la dérivée du champ dans la direction X, ou de la composante X par rapport à Y, multipliée par delta Y, delta X. Je vais maintenant traiter les deux autres circulations, c'est-à-dire la circulation de B à C et la circulation de D à A. La circulation de B à C, donc je fais le même raisonnement que tout à l'heure. Donc là aussi, j'ai E de X en delta X et Y. Je fais un développement limité de nouveau. Donc voilà, j'obtiens EY en X et Y plus la dérivée de EY par rapport à delta X multiplié par le déplacement delta X. Sur la contribution de A à D, j'ai simplement l'expression de tout à l'heure. Je fais la somme des deux contributions. Et on va remarquer aussi qu'il y a un terme qui va disparaître, et il va nous rester la somme des deux contributions, D de EY sur DX multiplié par delta X, delta Y. Bien, maintenant, je vais faire la somme des 4 circulations. Il suffit de regrouper les deux termes 2 par 2. Donc, je sais par ailleurs que la circulation, si en contour fermé, est égale à 0. Donc, si je fais la somme des deux, eh bien, j'obtiens les deux premières contributions me donnent ça. Les deux secondes me donnent ça. Donc, je somme les deux. J'obtiens donc la somme des deux contributions est égale à 0. Je vois que j'ai le terme delta X, delta Y qui intervient dans les deux expressions. Donc, je peux le simplifier étant donné que le second membre est nul. Et j'obtiens cette relation fondamentale, à savoir la dérivée de la composante Y par rapport à X. Je parle du champ électrique, bien entendu, moins la dérivée de la composante X par rapport à Y est égale à 0. Alors, on généralise ce résultat si je considère l'espace tout entier. Alors, pour ce faire, je vais délimiter plutôt un cube dans l'espace, donc un cube selon les trois axes, X, Y et Z. Donc, si je considère le plan X ou Y, eh bien, je vais obtenir le résultat de tout à l'heure, d de EY sur dx, moins d de EX sur d de Y égale 0. Si je considère le plan X au
z. Cette fois-ci, je vais obtenir d sur dz sur dx moins d de ex sur dz égale 0. Donc ça, c'est le deuxième type de plan. Troisième type de plan, le plan y au z, eh bien, je vais obtenir la dérivée de ey par rapport à z, moins la dérivée de e de z par rapport à y égale 0. Ce qui fait que si je rassemble mes trois contributions, me permettent d'écrire la fonction qui est en réalité la fonction rotationnelle, qui est un opérateur mathématique, au même titre que le gradient, mais qui cette fois-ci appliqué à un vecteur E, ou un vecteur quelconque. Ici, nous travaillons avec le champ électrique, donc on va garder le vecteur E. Donc on a le vecteur E, champ électrique, qui va avoir trois composantes, une composante EX, une composante EY et une composante EZ. Alors, rotationnel de E se calcule de la manière suivante. Trois composantes. La première composante, c'est celle-là. C'est la composante dans la direction X, la composante dans la direction Y et la composante dans la direction Z. Que nous dit le résultat de la circulation sur un contour fermé est égal à 0? Eh bien, ça nous dit que l'ensemble de ces trois composantes est égal à 0. Donc, la composante EX, la composante dans la direction X de rotationnel de E est nulle. La composante de rotationnel de E dans la direction Y est nulle. Et la composante de rotationnel de E dans la direction Z est nulle. Alors, c'est un résultat qui est remarquable. Donc là, je rappelle simplement différentes écritures de la fonction rotationnelle. Donc, on l'écrit sous la forme rotationnelle. Dans la littérature anglo-saxonne, souvent on l'écrit sous la forme curl, donc C-U-R-L-E. Et on utilise également, régulièrement, assez souvent, l'opérateur nabla, qui est un opérateur qui est défini sous la forme d'une dérivation dans les trois orientations dans un système cartésien. D sur dx orienté sur x, d sur dy orienté selon y et d sur dz orienté selon ez. Ce qu'il faut savoir lire ici, eh bien, c'est que, bon, si on applique, si on écrit rotationnel fois e, donc ici on obtient l'expression du rotationnel en faisant un réel produit vectoriel, au sens de produit vectoriel, de cet opérateur-là multiplié par e. Mais cet opérateur n'a de sens que s'il est appliqué, évidemment, au champ électrique. Alors, en résumé, on a la relation locale suivante, deux écritures qui sont équivalentes, la forme intégrale qui est celle-là, la circulation du champ électrique sur tout contour fermé est égale à 0. Donc ça, on prend n'importe quel contour et on fait ce calcul-là, on va toujours trouver que c'est nul. Maintenant, si on a l'expression du champ électrique, eh bien on peut trouver une expression locale, c'est-à-dire à vérifier en tout point de l'espace, à savoir rotationnel de E est égal à 0. Alors, à quoi ça sert ce type de choses? Eh bien, ça peut servir à beaucoup d'applications, mais il y a un intérêt évident. Par exemple, c'est la condition nécessaire et suffisante pour définir un potentiel. Si rotationnel de E égale 0, alors on est certain de trouver une quantité V qu'on appelle le potentiel, qui est relié au champ électrique par la relation E égale moins gradient de V. Et cette quantité de potentiel est unique. D'accord? Parce qu'on peut se poser la question, évidemment, lorsque vous avez un champ électrique, existe-t-il un seul potentiel ou plusieurs types de potentiels? En réalité, pour qu'il n'existe qu'un seul potentiel, qu'une seule définition possible, eh bien, on montre que la rotationnelle du champ électrique doit être nulle, le rotationnel de ce champ E doit être nul pour que cette relation-là soit unique, c'est-à-dire à un champ E, on associe un potentiel V. Deuxième utilité, elle sert évidemment à vérifier de manière assez simple si on a une expression d'un champ, est-ce que c'est un champ réel ou pas? Voilà. Exemple de champ impossible. Supposons que je vous dis que j'ai un champ dont l'expression est une composante dans la direction x qui fait 6xy et une composante dans la direction y qui fait 3y carré. Est-ce que c'est un champ réel ou pas? Eh bien, la réponse est non.
puisque si je calcule le rotationnel de E, la composante dans la direction X va me donner ce terme-là, et la composante dans la direction... enfin, j'ai calculé les trois composantes du rotationnel, d'accord? Et deux composantes, une me donne celle-là, et la deuxième me donne celle-là, ce qui veut dire que ce n'est pas un champ réel. Donc on ne peut pas trouver un champ qui a cette forme-là. Par contre, si je prends une autre expression pour le champ électrique, donc je modifie la composante Y de tout à l'heure, donc cette fois-ci, je calcule d de x sur d de y égale 6x, et d de y sur dx égale 6x. Donc là, je vérifie effectivement que le rotationnel de E est égal à 0, et cette expression-là peut représenter un champ électrique. On va maintenant continuer dans les relations locales, et on va s'intéresser à un calcul de flux. Donc je vais reprendre le même exercice que tout à l'heure, à savoir je vais considérer que j'ai un volume V dans l'espace. Ce volume est constitué par un cube élémentaire de dimension delta x, delta y et delta z. Ce volume-là est délimité par évidemment 6 surfaces, des surfaces qui sont parallèles à x au y et qui sont situées à la cote z et z plus dz, deux surfaces parallèles à x au z et sont situées aux cotes y et y plus dy, et enfin deux surfaces parallèles à y au z situées en x et x plus dx. Alors on va essayer de calculer le flux sortant de ce volume-là, ce volume qui est un cube élémentaire. Donc là, je vais considérer que les surfaces parallèles à x ou y, donc qui sont situées à la position z et z plus delta z, le flux sortant de ces surfaces-là, on va faire le flux sortant par la face supérieure et le flux sortant par la face inférieure. La surface ne change pas, c'est delta x, delta y, selon qu'on soit à la position z ou à la position z plus delta z. Par contre, le champ qu'il faut prendre en considération pour le calcul du flux, c'est évidemment le champ normal à la surface, donc c'est la composante EZ du champ électrique. Pour la position Z plus delta Z, eh bien on prend le champ en Z plus delta Z, et pour le champ en Z, on prend, pour la surface qui est située en Z, on prend le champ en Z. On reconnaît aussi l'apparition ici d'un développement limité qu'on fera. Alors même type de travail, pour les surfaces qui sont parallèles à x au z, donc situées en y et y plus delta y, ça permet de calculer un flux phi y, donc qui fait intervenir la composante EY à la position y plus delta y et la composante EY à la position y. La surface, cette fois-ci, est égale à delta x fois delta z. Enfin, les deux dernières surfaces, qui sont situées à x et x plus delta x, donc vont nous donner une contribution phi x qui se met aussi sous cette forme-là. On voit là aussi apparaître le champ en x plus delta x, il s'agit de la composante x, et le champ en x, la surface sur laquelle on calcule le flux, est delta y fois delta z. Donc à partir de ce moment-là, on a calculé sur les 6 contributions, les 6 surfaces possibles. Alors il suffit simplement de calculer le flux total, c'est-à-dire de sommer les différentes contributions. Donc si on fait le développement limité sur les composantes du champ électrique, on va se rendre compte que le flux à travers les surfaces perpendiculaires à x s'écrit d de x sur dx multiplié par le volume élémentaire. Même chose pour le flux sortant à travers les surfaces perpendiculaires à la direction y, c'est d de y sur dy multiplié par le volume élémentaire. Et pour le flux à travers les surfaces perpendiculaires à la direction z, eh bien c'est d de ez sur dz multiplié par le volume élémentaire. Si je somme l'ensemble de ces contributions, le flux total, eh bien c'est la somme des 3 contributions que vous avez ici. Donc c'est d de ex sur dx plus d de y sur d de y plus d de ez sur dz multiplié par le volume élémentaire delta z, delta x, delta y. Alors en réalité, je viens d'introduire ici
un nouvel opérateur, au même titre que le rotationnel et le gradient. Donc c'est ce qu'on appelle l'opérateur divergence. Alors qu'est-ce que c'est cet opérateur? Eh bien cet opérateur, il est défini de la manière suivante. On prend un vecteur à travers ces trois composantes, EX, EY, EZ. Là encore, ça peut s'appliquer à n'importe quel vecteur, mais en ce qui nous intéresse ici, c'est le champ électrique. Donc je considère que le vecteur en question, c'est le champ électrique, qui a trois composantes, EX, EY et EZ. J'introduis, comme tout à l'heure, l'opérateur nabla, qui est un opérateur qui indique une dérivation dans les trois directions. Et on appelle l'opérateur divergence de E, qu'on note div E ou nabla E, ce n'est autre que le produit scalaire entre cet opérateur-là et les composantes du champ électrique EX, EY et EZ. Ce qui fait que si j'essaye de trouver l'expression de la divergence de E, eh bien j'ai une expression qui est relativement simple, qui me dit que c'est la dérivée de EX par rapport à X, plus la dérivée de EY par rapport à Y, plus la dérivée de EZ par rapport à Z. C'est ce qu'on appelle l'opérateur divergence. Alors, à quoi il me sert cet opérateur divergence? Eh bien, je vais essayer de regarder qu'est-ce que cela va me donner comme propriété locale du champ électrique. Pour cela, il suffit d'appliquer le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss peut s'appliquer, enfin, on peut distinguer entre deux cas. Le cas où nous n'avons pas de charge électrique, pas de densité de charge sur le volume fermé. Alors, le flux phi, eh bien, on vient de montrer qu'il est égal à la divergence de E fois le volume élémentaire delta X, delta Y, delta Z. S'il n'y a pas de charge, alors le flux est nul, puisque le flux donné par le théorème de Gauss est égal à l'ensemble des charges divisé par epsilon 0. S'il n'y a pas de charge, eh bien, phi est égal à 0, et donc divergence de E égale 0. Et donc, on obtient une propriété locale du champ électrique, à savoir, la divergence du champ électrique est nulle en tout point où il n'y a pas de charge électrique. Si nous avons une densité de charge ρ, eh bien, la divergence de E n'est pas nulle, mais elle est égale à ρ sur epsilon 0. Alors, on appelle ça la forme locale du théorème de Gauss, puisque c'est exactement le théorème de Gauss, sauf qu'on ne l'a pas écrit sur un volume donné, mais on l'a écrit sur un point donné de l'espace. Bien, nous allons maintenant regarder un autre paragraphe qui s'appelle les lignes de champ. Alors, les lignes de champ sont une manière de se représenter comment est le champ électrique dans un espace donné. Qu'est-ce qu'on appelle une ligne de champ? Eh bien, c'est une ligne qui est orientée en chacun de ces points de telle manière à ce qu'elle soit tangente par rapport au champ électrique. Vous en avez un exemple ici. Supposons qu'on a un champ électrique dont les orientations sont décrites de cette manière-là. Eh bien, si je trace la droite qui, en tout point, elle est tangente au champ électrique, eh bien, cette droite-là décrit ce qu'on appelle la ligne de champ. Alors, pour exprimer ou trouver, j'allais dire, une expression qui nous permet de déterminer les lignes de champ, eh bien, il suffit simplement d'écrire que le champ électrique est constamment parallèle au déplacement, c'est-à-dire le produit au sens produit vectoriel entre le champ électrique et un déplacement élémentaire est égal à 0. Après, ça dépendra du système de coordonnées qu'on utilisera pour faire le calcul, mais si je considère un système de coordonnées cartésien, eh bien, je décompose le champ électrique en EX et EY, selon les vecteurs unitaires X et Y, et je décompose le déplacement élémentaire selon dx et dy, avec les vecteurs unitaires X et Y. J'écris tout ça est égal à 0, donc on voit tout de suite qu'on va obtenir l'équation d de y est égal au rapport EY sur EX multiplié par delta X, qui est une équation différentielle, et la résolution de cette équation différentielle permet de trouver quelle est la ligne de champ, c'est-à-dire quel contour suit la ligne de champ. Alors, à partir de la ligne de champ, on définit ce qu'on appelle un tube de force. Alors, qu'est-ce que c'est un tube de force? C'est une surface imaginaire qui est formée par l'ensemble des lignes de champ qui s'appuient sur une courbe fermée. Voici un exemple. Supposons qu'on a des lignes de champ, donc ça c'est une ligne de champ, ça c'est une ligne de champ, ça c'est une ligne de champ. Si je relie de manière imaginaire toutes ces lignes de champ pour constituer un cylindre,
eh bien, je vais obtenir ce qu'on appelle un tube de force. Alors, ces tubes de force sont très utiles lorsqu'on fait des calculs en électrostatique, parce que, évidemment, comme le champ électrique est en tout point parallèle aux lignes de champ, on comprend que si on applique le théorème de Gauss sur un tube de force, eh bien, il ne restera que les contributions qui sont dues aux surfaces du tube de force, pas sur la surface latérale du tube de force. On va aussi maintenant essayer de se faire une représentation du potentiel en termes de variation locale. Alors, on définit ce qu'on appelle les équipotentiels. Qu'est-ce que c'est les équipotentiels? Eh bien, cette fois-ci, c'est une surface, là aussi imaginaire, sur laquelle le potentiel est constant. D'accord? Si on est capable, pour un potentiel donné, de trouver une surface sur laquelle le potentiel est en tout point constant, eh bien, cette surface constitue ce qu'on appelle une équipotentielle. Alors, on va essayer de voir tout de suite le cas de la charge ponctuelle. La charge ponctuelle, eh bien, comme le potentiel dépend en 1 sur R, donc il suffit de prendre un rayon constant, ce qui veut dire que n'importe quelle sphère centrée sur la charge ponctuelle va constituer une équipotentielle dans le cas d'une charge ponctuelle. Si je fais une projection dans un plan, eh bien, ma surface équipotentielle sera une espèce de cercle dans le plan. Voici la représentation, cette fois-ci, pour à la fois les lignes de champ et l'équipotentiel pour une charge ponctuelle. Donc, pour les lignes de champ, on voit bien que c'est des rayons. Pour les équipotentiels, c'est des cercles. C'est-à-dire que si on considère que j'ai une charge ponctuelle ici, eh bien, dans le plan, mes lignes de champ sont les rayons. Okay. Mes équipotentiels, alors si je reste uniquement dans le plan, ça va me donner des sphères. Si je regarde dans l'espace, ces sphères, ça va me donner des cercles, dans le plan. Et si je regarde dans l'espace, eh bien, ces cercles vont se transformer en sphères. Alors, il existe une propriété remarquable en ce qui concerne l'orientation relative des lignes de champ et des équipotentiels. Alors, sur une équipotentielle, par définition même, le potentiel est une constante. Cela veut dire que si on se déplace sur une équipotentielle, alors la variation de potentiel, la variation infinitésimale, est toujours nulle, d de v égale 0. D'accord? D'un autre côté, si on se rappelle la définition du gradient, d de v est égal gradient de v multiplié par d de L. Donc ça, c'est la définition du gradient. Hein. Donc, lorsque vous prenez une fonction v qui décrit n'importe quelle variable physique, ici c'est le potentiel, et vous prenez son gradient, eh bien la variation de cette quantité physique, n'est autre que le gradient de v multiplié par le déplacement qu'on a effectué. Ça, c'est le déplacement géométrique d de L pour obtenir la variation de la quantité en question d de v. Or, si je fais d de v égale 0 lorsque je suis sur un équipotentiel, on voit tout de suite que si d de v égale 0, eh bien, E fois dl égale 0. Comme dl ne peut pas être nul, enfin, dans le cas général, on peut prendre n'importe quel dl, le champ électrique, il n'a pas de raison d'être nul, eh bien, cela veut dire que E dl, le produit scalaire de ces deux quantités est nul, et donc cela veut dire que E est perpendiculaire à dl. Or, dl, pour obtenir dv égale 0, il était sur l'équipotentiel. Conclusion, si je me déplace sur une équipotentielle, mon potentiel va être constant. Eh bien, en tout point de l'équipotentiel, si j'ai une ligne de champ, si je trace une ligne de champ, elle sera nécessairement perpendiculaire à l'équipotentiel, de telle manière à satisfaire la condition E fois dl égale 0 sur l'équipotentiel. Donc, ça, c'est une propriété remarquable entre le potentiel et le champ électrique, qui constitue deux réseaux de courbes qui sont mutuellement perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. J'arrive maintenant à l'équation de Poisson. Nous avons vu dans les exemples précédents que nous avons deux équations locales qui sont le champ électrique E égale moins gradient de V, et nous avons vu que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0.
Si j'intègre ces deux relations dans la même, c'est-à-dire que si je prends le champ électrique ici et je le remplace par un gradient de V et je le réinjecte dans cette relation-là, ça va me donner la divergence du gradient de V. Donc j'applique l'opérateur divergence. Ça n'a rien de compliqué, mais il faut le faire. Donc c'est simplement une dérivation. Et j'obtiens la somme des dérivées secondes du potentiel par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z est égale à moins ρ sur epsilon 0. Cette relation, c'est ce qu'on appelle l'équation de Poisson. Elle nous donne tout simplement la variation du potentiel selon une fonction qui est la somme des dérivées secondes du potentiel V par rapport aux variables x, y et z. Cette fonction, on a l'habitude également de l'appeler Laplacien. Et on la note avec un delta de cette manière-là. Et l'équation de Poisson s'écrit Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 égale 0. Alors l'équation de Laplace est une forme particulière de l'équation de Poisson. Elle se traduit simplement lorsqu'on n'a pas de densité de charge, ou encore lorsque ρ égale 0, alors l'équation de Poisson se transforme en équation de Laplace, et qui veut dire simplement Laplacien de V égale 0. Alors essayons de voir quelle est la signification physique de l'équation de Laplace. Alors, on va simplement essayer de faire un petit calcul dans le plan x, y. Donc, je vais prendre un point xy, espacé de x plus delta x d'un côté. Donc là, je vais avoir x plus delta xy. Ce point-là, x moins delta xy. Ici, x, mais en y moins delta y, ce point-là. Et ici, x en y plus delta y. Et je vais essayer d'écrire l'équation de Laplace de manière approchée. Donc, cela veut dire qu'il faut que je transforme les dérivées. Donc, j'écris l'équivalent de la dérivée première. Eh bien, la dérivée, on revient à la définition de la dérivée. Eh bien, c'est la valeur du potentiel en ce point-là, donc en x plus delta x sur 2, moins la valeur du potentiel en ce point-là, donc x moins delta x sur 2, divisé par la distance entre les deux, delta x. Donc ça va me donner la dérivée de v par rapport à x. Pour calculer la dérivée seconde, eh bien, je vais repartir je connais l'expression de la dérivée première, je vais prendre chacun des termes de la dérivée première que je dérive deux fois. Donc la dérivée du premier terme ici, je décale par rapport à delta x sur 2 d'un côté et par rapport à delta x sur 2 de l'autre côté. Donc ça, c'est la dérivée de ce terme-là. Et ce terme-là, c'est la dérivée de celui-là. Donc bon, là aussi, ce n'est pas difficile, il suffit de le faire. Donc on va regrouper ces deux termes-là pour obtenir la dérivée seconde par rapport à x. Alors, si on fait ce regroupement, on va obtenir que c'est la valeur du potentiel au point x plus delta x, plus la valeur du potentiel au point x moins delta x, moins 2 fois la valeur du potentiel au point x. Ça, c'est parce que je dérive par rapport à x. D'accord? Y étant constant dans tous les termes qui restent ici. Faisons la même chose, le calcul du Laplacien maintenant. Donc pour cela, il suffit de sommer la dérivée par rapport à x et la dérivée par rapport à y. Donc ça, c'est le calcul qu'on a fait pour delta x. On peut faire aussi le même calcul pour delta y, mais c'est très facile à obtenir à partir de x. Il suffit simplement d'inverser le rôle de x et de y dans ces deux équations. En regroupant ces termes-là, donc on va imaginer qu'on a un réseau homogène, c'est-à-dire delta x égale delta y égale u. Donc, le Laplacien en deux dimensions, delta, dérivée seconde de v par rapport à x plus dérivée seconde de v par rapport à y. Donc, je remplace delta x et delta y par u. C'est ce que me donne cette relation-là. OK? Et puis, je finis par le calcul du potentiel en deux points. Si je suis dans l'équation de Laplace, c'est-à-dire le second membre de l'équation est nul, eh bien j'écris le Laplacien est nul. Si je prends l'approximation que j'ai faite, eh bien il est facile de trouver tout de suite que ça veut dire simplement que le potentiel au point xy
est égal au point x plus uy, potentiel x moins uy, ça c'est pour la direction x en y plus u dans la direction y, et x en y moins u dans la direction y. Lorsqu'on regarde où sont situés ces 4 points, eh bien il s'agit des points qui sont exactement les points les plus proches du point xy. Ce qui veut dire que cette relation-là veut dire simplement que le potentiel en un point est égal à la moyenne des potentiels aux points qui sont tout autour. Et c'est ça la signification de l'équation de Laplace d'un point de vue donc appliqué à l'électrostatique. Donc on retiendra ce résultat-là, la dérivée, la moyenne du potentiel en un point donne simplement, et peut être obtenue en faisant la moyenne des 4 points qui sont tout autour, et c'est ça la signification de Laplace lorsqu'on écrit que Laplacien de la quantité est égal à 0, eh bien ça revient à dire que eh bien, le potentiel en un point est égal à la moyenne des potentiels au point qui l'entoure. Donc c'est ce qui est résumé ici, le potentiel en un point est la moyenne des potentiels tout autour de ce point-là. Alors bien sûr, j'ai fait ici le calcul pour 2 dimensions, on peut le généraliser pour 3 dimensions, ça se fait de manière très très simple, sauf que cette fois-ci, ça ne sera plus 4 points qu'il faut prendre, on est dans l'espace, il faudra prendre 6 points, c'est ce qui est représenté ici, donc on fait simplement la somme, enfin la moyenne, par rapport aux 6 points. Donc vous avez un point central, vous variez de delta x de part et d'autre, de delta y de part et d'autre, et de delta z de part et d'autre, et vous faites la moyenne de tout ça, et vous trouvez qu'il s'agit bien du potentiel dans ce cas-là. Le potentiel en un point est la moyenne des potentiels tout autour. Voilà, nous avons donc fini ce paragraphe-là, et par la même occasion, nous venons de finir cette 4e leçon qui concerne les relations locales pour le champ électrique et le potentiel. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon, et je vous dis au revoir.